Bonjour et bienvenue sur la chaîne Contre Pop Culture. Alors une vidéo de fête aujourd'hui puisque demain c'est le réveillon. On en finit enfin avec cette année terrible 2020. Et donc bien, je voulais faire une vidéo bilan. Bilan, j'avais toujours adoré les tops et les bilans de fin d'année. Donc là, voilà, je voulais faire le bilan de la chaîne 2020 avec un top 2020 de mes lectures, de romans, de BD, les séries, le cinéma que j'ai regardé cette année, la musique et aussi un bilan ludique. Donc pas mal de bilans à vous faire partager avec des top 5 à chaque fois sur ce que j'ai préféré cette année. Alors cette chaîne en fait je l'ai créée, je me suis mis vraiment il y a un an. Ça fait un peu plus d'un an que je fais sérieusement des vidéos. Je l'ai fait avant tout pour partager mes passions. Voilà, je recherchais un peu un site, un endroit, un média où un peu toutes mes passions se concentreraient. Et ce que j'avais envie, c'était de transmettre, voilà, d'être une sorte de passeur de culture, voilà, sans aucune prétention, en essayant vraiment de partager tout ce qui peut, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Ce qui est génial, c'est que voilà, en juin de cette année, j'étais tout fier parce que j'avais 300 abonnés. Aujourd'hui, là en décembre, il y a plus de 1000 abonnés. Donc ça y est, le cap des 1000 est franchi. Donc je voulais vous remercier, hein, vous dire que voilà, merci à vous de vous être abonnés. Puis merci aussi à ceux qui sont passés regarder la chaîne, qui ont fait des vues sur cette chaîne. Et puis merci pour tous les commentaires très très positifs que je reçois à chaque fois. J'essaie de répondre à tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, c'est un vrai plaisir d'avoir des gens qui vous encouragent, qui vous motivent à continuer à faire des vidéos. Donc merci à vous, hein, c'est grâce à vous que je fais des vidéos. Voilà. Et puis je voulais aussi remercier dans ce mois de décembre, j'ai reçu mes premiers services presse. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est voilà, un véritable cadeau de pouvoir recevoir des livres, de pouvoir les recevoir gratuitement et puis vous les faire partager. Donc ça, pour moi, c'est un grand bonheur. Donc je vais remercier les éditeurs qui m'ont envoyé des livres. Donc les premiers, c'était Les Moutons électriques. Après, il y a eu Actu SF, l'édition Léa, La Talente, et dernièrement, aux Forges de Vulcain. Donc voilà, merci à ces éditeurs qui m'ont envoyé vraiment très très sympathiquement, avec des fois des petits mots, des petites cartes, des livres à présenter. Donc ça, c'est génial. Moi, je pensais pas que on pouvait être si proche comme ça, et puis donc c'est un vrai plaisir. Alors quelles sont les vidéos qui ont marché sur la chaîne cette année? Alors le top 5 des vidéos. Donc en cinquième position, il y a le top 10 des romans graphiques, donc sur voilà, un peu la BD, l'illustration, qui a fait 1470 vues. En quatrième position, la vidéo sur Harry Potter, quelle édition choisir de Harry Potter à l'école des sorciers, l'édition Minalima, qui a fait plus de 6000 vues. En troisième position, les jeux de société pour 2 joueurs, 6350 vues. En deuxième position, mon top 10 des livres de science-fiction et de fantastique, qui a fait 6920 vues. Et en premier, eh bien, la fantasy, top 10 des livres de fantasy, qui a fait 9200 vues. Donc voilà, en gros, ce qui intéresse les gens qui viennent sur ma chaîne, c'est principalement les romans de fantasy imaginaire, les jeux de société. Alors j'ai pas mis énormément de vidéos sur les jeux de société, mais j'adore ça et je vais essayer d'en faire plus. Et puis Harry Potter aussi qui a bien cartonné, les vidéos touchant au thème d'Harry Potter. Et puis la BD. La BD, voilà, moi je suis ravi parce que j'adore ça et je m'y suis remis à la BD. Qu'est-ce qui ne marche pas comme vidéo? Eh ben, ce qui ne marche pas comme vidéo sur la chaîne, c'est principalement les vidéos sur la musique. Voilà, alors, voilà, je ne sais pas s'il faut continuer, donnez-moi des avis dans les commentaires. Après, moi je suis aussi un passionné de musique, bon, effectivement de rock, des musiques un peu progressives. Donc à voir, hein, mais bon, après, moi, ce que j'aime, c'est partager ma passion, donc tant pis si ça fait pas beaucoup de vues. Alors, je vais vous faire le top de mon année. Je commence les tops, et je vais commencer par le bilan de mes lectures 2020.
Alors en 2020, bien, j'ai surtout lu beaucoup de classiques, hein. Je me suis beaucoup remis à la lecture des grands classiques de fantasy et de science-fiction. J'ai lu des livres. Alors, il y a des lectures ils n'apparaîtront pas dans ce bilan. C'est des livres qui se trouvent là-haut. Hein, Un long voyage de Pierre Vivier, je suis en train de lire. Le Roi des Crolles aussi, je suis en train de lire. Vita Nostra, je suis en train de le lire. Donc, vous voyez, ça, c'est des auteurs qui ont cartonné cette année. Et je suis en train de lire ces livres et je vous ferai bientôt un compte rendu. Alors, j'ai lu quoi? Bien sûr, j'ai lu et j'ai relu, comme tous les ans, Tolkien, voilà, Le Seigneur des Anneaux. Euh, voilà, je suis un passionné de Tolkien, mais je reconnais que j'ai du mal avec cette nouvelle traduction. Voilà, il y a des noms qui changent. Alors voilà, j'aime beaucoup le texte, mais le changement de voilà, Aragorn, c'est devenu plus grand pas, mais l'Arpenteur, par exemple. euh, Fredon, c'est plus Saqué, c'est Bessac, tout ça. Tous ces changements de nom m'ont perturbé ma lecture. Et c'est vrai que je suis tellement habitué à lire Le Seigneur des Anneaux ou à le voir en film avec les noms d'avant. Fontcombe, c'est Fandeval, par exemple. Ouais, moi, ça me perturbe. Et j'ai eu du mal sur cette nouvelle traduction. Ça me gêne un petit peu. Qu'est-ce que j'ai lu aussi? J'ai lu sur la bête du Gévaudan, un livre passionnant de Michel Louis, qui rappelle l'histoire cette terrible bête qui a décimé les paysans. Et donc, entre 1764 et 1767, des centaines de gens ont été tués, et cette traque voilà, historique avec les notes des abbés, comment c'est passé, moi ça m'a toujours fasciné, cette histoire de la bête du Gévaudan. Malheureusement, le film de Christopher Gans, Le Pacte des loups, ne rend pas hommage voilà, à cette histoire. J'espère qu'un jour en série, on pourra avoir quelque chose qui nous parlera de ça. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? J'ai lu, j'attendais tellement avec impatience, les Furtifs d'Alain Damasio. Il faudrait que je fasse une chronique dessus. Voilà, je suis un fou de la Horde du Contrevent. Alain Damasio, je le vénère. Et j'attendais avec telle impatience les Furtifs que c'est vrai que j'ai été plutôt déçu de ma lecture. C'est pour ça que j'ai pas fait de compte rendu pour l'instant. Je vais m'y pencher encore, le relire, essayer voilà, de comprendre exactement le livre. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas retrouvé ce que j'adorais de la Horde du Contrevent. J'ai lu, pour mon thème arthurien et tout ça, je me suis replongé, j'ai relu Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Ah, j'ai beaucoup aimé, c'était une très bonne lecture sur tout le côté roi Arthur vu par les femmes. Et c'était un bon moment, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai lu du George Martin encore, Feu et Sang, et j'ai trouvé que le bouquin, même s'il est intéressant sur l'histoire des Targaryens, était finalement assez ennuyeux. Voilà, c'est beaucoup de faits, c'est comme un livre d'histoire, et ça manque un petit peu d'écriture, de romance. C'est une véritable bible historique qu'elle a écrit sur son univers, donc ça va servir pour la série qui va bientôt sortir. Mais j'ai trouvé que c'était voilà, beaucoup de faits, beaucoup de batailles, beaucoup de choses, mais c'est pas assez romancé pour moi. Donc une petite déception sur Feu et Sang de Georges Martin, même si l'édition est très belle. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu Le Nom de la Rose, voilà, d'Umberto Eco. J'ai essayé de bien... une lecture très exigeante, j'adore le film, avec Sean Connery. J'ai lu l'Icabog de J.K. Rowling, voilà, j'en ai fait une chronique, une très bonne lecture jeunesse. Et puis j'ai lu beaucoup de Lovecraft, puisque forcément, avec toutes les éditions qui sont sorties de Brajlon, illustrées, dont on va reparler dans les top illustrations, et voilà, j'ai beaucoup lu Lovecraft, et j'ai beaucoup aimé cette écriture et son univers. Ensuite, je commence mon top 5 donc, des livres que j'ai préférés, les livres avec lesquels j'ai pris le plus de plaisir à lire cette année. Voilà. C'était le plaisir vraiment
dans tous ces tops que je vais vous montrer, c'est le plaisir, le moteur. Donc en cinquième place, Steven Erikson, sa saga des livres des martyrs chez Léa, avec le premier tome, Les Jardins de la Lune. On en a pas mal parlé parce que tout le monde, effectivement, disait que c'était une lecture extrêmement exigeante. C'est vrai, on est complètement chamboulé, on est complètement perdu pendant tout ce livre. C'est de la fantaisie épique, ça c'est ultra épique parce qu'il y a des bagarres, il y a des créatures, il y a de la magie, énormément de magie. Voilà, et en fait il nous plonge tellement dans cet univers, ce qui est un peu le but à chaque fois dans la fantasy, mais lui il nous plonge dedans, et puis il n'explique pas grand chose, il nous balade, et c'est qu'on est un peu perdu, mais c'est tellement mystérieux, on a tellement envie de découvrir tout cet univers, que je vais continuer à lire, et j'ai toute la collection derrière, là, jusqu'au tome 6 qui est paru, et je vous tiendrai au courant dans cette année 2021 de mes lectures de Steven Erikson, bien sûr. Voilà, j'ai beaucoup aimé, au final, parce que il y a des livres pardon, qui marquent, et c'est vrai que ce livre-là, on s'en souvient bien après l'avoir lu. Ensuite, j'ai beaucoup lu Patrick Rothfuss cette année, Le Nom du Vent, cette édition magnifique chez Brajlon que j'ai présentée, qui est illustrée. J'ai aussi lu La Peur du Sage, je suis en train de finir La Peur du Sage, les 2 tomes, puisqu'il est coupé en 2, ce deuxième tome des chroniques du tueur de roi. Alors je trouve que Patrick Rothfuss, il a une écriture incroyable, très très détaillée, on rentre complètement sur l'univers, il explique tout, c'est un vrai conteur, il arrive à beaucoup... vraiment, il a une très très belle écriture. Mais dans ce premier tome, bon, ça prend son temps, ça se développe, et l'univers est assez envoûtant, on va dire. Le problème, c'est que dans le deuxième tome, je ferai une chronique dessus, hein, bien sûr, mais dans ce deuxième tome qui est très long, il se passe pas grand-chose. Alors, il écrit toujours aussi bien, mais voilà, c'était un peu une déception, cette peur du sage de Patrick Rothfuss, parce que c'est long, vraiment, il se passe pas grand-chose. Et donc, on attend le troisième tome, qui est censé être la conclusion, Les Portes de Pierre, qui devrait sortir peut-être en 2021, voire 2022. Et il faudrait qu'il se passe des choses dans ce tome-là, parce que sinon, ce serait une déception. En tout cas, Le Nom du Vent, par contre, c'était un vrai plaisir de lecture. Après, en quatrième position, en troisième position, si je commence à mélanger, c'est Dune de Frank Herbert. Voilà, Dune, chef-d'œuvre de la science-fiction, que j'ai relu, puisque cette 2020 devait être l'année Dune, avec la sortie du film de Denis Villeneuve, et puis forcément, avec la Covid, ça a reporté le film, du coup ça a reporté toutes les publications, tout ce qui devait être... Donc ça a été un peu une catastrophe. C'est un peu un film maudit, Dune, hein. On l'a vu déjà avec le projet de Jodorowsky ou de David Lynch, ça se passe jamais bien avec Dune. C'est dommage, parce que ça mériterait une vraie franchise comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, et j'espère que le film permettra de faire une franchise. En tout cas, ce livre de Frank Herbert, c'est un space opéra, avec des... Voilà, c'est au carrefour de la fantasy et de la science-fiction. C'est absolument génial, c'est un univers extraordinaire, avec ce désert et ces Fremen, voilà, les vers des sables, ces luttes entre les maisons, voilà, c'est génial. Si vous n'avez pas lu de science-fiction, c'est le premier livre que vous devez lire impérativement, et vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Ensuite, j'ai beaucoup lu cette année Andrzej Sapkowski, The Witcher, et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré l'univers de Gérald de Rive, voilà, le personnage de Gérald de Rive, ce sorceleur qui chasse des monstres. Voilà, j'ai adoré ce mélange de Moyen-Âge, de créatures, de côté dark fantasy un peu. C'est sale, c'est dur, c'est mature, c'est violent. Voilà, le sorceleur, les gens l'ont connu par les jeux vidéo ou par la série Netflix. Mais vraiment, le livre est au-dessus du lot. Toutes ces histoires, il y a un côté vraiment conteur chez Andrzej Sapkowski, polonais. Voilà, moi j'ai adoré The Witcher, j'ai passé un très très bon moment tout le temps, beaucoup de plaisir, et je vous le recommande de vous lancer dans cette saga. Et enfin,
Et enfin, vous me direz, quelle lecture j'ai pris le plus de plaisir à lire cette année? Eh bien, le plus de plaisir, ça a été avec Jean-Philippe Jaworski, et particulièrement Gagner la guerre. Voilà, j'ai relu Gagner la guerre, et je me suis régalé. Je l'avais lu une première fois, et j'avais beaucoup aimé, bien sûr, mais là, je l'ai relu, et je me suis régalé avec les aventures de Benvenuto Gesufal, qui est ce bandit, ce truand, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Voilà, c'est écrit, on le suit lui. Et franchement, dans cet univers un peu moyenâgeux, voilà, avec un peu de magie, puis surtout la plume de Jean-Philippe Berowski, c'est un auteur français, et donc du coup, eh ben, c'est superbement bien écrit. Et là, dans ce livre, Matière de Léomance, on a Gagné la guerre, hein, le livre dont je vous parle, et on a aussi les nouvelles de l'univers du royaume de Léomance, Le sentiment du fer et Janua Vera. Voilà, c'est un très très beau livre, voilà, une magnifique édition, des moutons électriques, et c'est la lecture qui m'a donné le plus de plaisir cette année. Alors bien sûr, il y en a d'autres qui vont arriver, hein. Voilà, j'ai découvert cette année des auteurs français que je ne connaissais pas. Les ouvrages de Del Socorro, par exemple, voilà, là, Claire Duvivier, Olivier Martinelli. J'ai beaucoup aimé le dossier Arkham d'Alex Nikolavitch, voilà, tous ces auteurs français donc, qui ont fait d'autres livres et que je vais essayer de lire et de suivre. Donc une année 2021 qui s'annonce pleine de belles lectures, et puis il me reste beaucoup de choses à lire, les Sanderson, les Pratchett, enfin bref, j'ai beaucoup de choses qui vont arriver. Allez, on enchaîne maintenant avec le bilan 2020 de BD Illustration. Alors en cette année 2020, alors j'ai été à fond sur tout ce qui était BD, roman graphique. Je me suis éclaté parce qu'en fait j'avais pendant longtemps j'avais arrêté d'acheter de la BD. Et du coup, j'ai renoué avec la BD, et du coup, toutes les séries avaient avancé, il y avait des chefs-d'œuvre qui étaient parus que je ne connaissais pas, donc forcément, je n'ai lu que des superbes choses, que des bonnes choses, en rattrapant le retard des classiques que j'avais ratés, et voilà. Et puis alors les éditions maintenant sont magnifiques, avant les BD c'était basique, et puis alors maintenant c'est que des beaux livres. Les éditeurs font vraiment des efforts, c'est magnifique. Je me suis éclaté. Alors évidemment, je l'ai déjà dit dans des vidéos, la BD c'est cher et puis ça prend de la place. Donc ça, voilà, les bibliothèques sont bien garnies, mais en tout cas, vraiment, je me suis vraiment, j'ai adoré. Alors le top des BD que j'ai lu cette année, alors j'ai beaucoup aimé La Bête, Zidrou et Franck P chez Dupuis. Voilà, une très belle, un hommage au Marsupilami, mais version sombre et dure. Voilà, c'est franchement, c'est en Belgique en 1955, il pleut, c'est très gris, c'est un peu dur. Et puis cette histoire de petit garçon il va se nouer d'amitié avec le Marsupilami sauvage. Voilà, c'est assez classique, mais ça fonctionne très bien, le dessin est très beau. Voilà, je vous le recommande, La Bête d'Isidrou et P. Voilà, c'est plutôt un très bel ouvrage. Ensuite, en quatrième place, Le Château des Animaux d'Horizon et d'Elep. Alors voilà, c'est parti pour être une série culte, une série classique. C'est chez Casterman. C'est inspiré de La Ferme des Animaux d'Orwell, librement inspiré. Et le dessin est magnifique. Et l'histoire sur ces animaux qui se retrouvent à lutter contre le tyran. C'est un taureau qui les tyrannise, et des chiens. Et ces animaux de la ferme qui essayent de faire une révolution en douceur, sans violence. Et absolument, vraiment très très belle, très très beau dessin et scénario excellent. Donc ça c'est top. Deuxième tome qui est sorti cette année.
En troisième position, L'Âge d'Or, vous savez, j'en ai souvent parlé, de Pedrosa et Morel chez Air Libre. J'avais complètement adoré le tome 1, l'histoire se termine dans ce tome 2. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, même si je trouve qu'il est moins bon que le premier tome, qui était véritablement extraordinaire. Mais voilà, c'est très beau aussi, avec des planches magnifiques. Une histoire voilà, très prenante. J'en ai déjà parlé, mais L'Âge d'Or, c'est exceptionnel. En deuxième position, voilà, pour moi, une lecture qui s'est imposée tout de suite, c'est Casterman, Critone et JP, les Italiens qui ont fait Aldobrando. C'est en un seul tome, c'est un récit initiatique d'un personnage un peu simple qui va se retrouver mêlé au destin d'un royaume. Alors voilà, le dessin est très beau, c'est limpide comme histoire. On passe un excellent moment. Moi, j'ai adoré Aldobrando tout de suite. Je me suis dit, ça, c'est une histoire qui va rester, c'est un classique. Et voilà, et en fin d'année, dans les bilans, on le retrouve. Donc je vous le conseille. Très bel album, Aldobrando. Et enfin, la BD qui m'a le plus plu cette année, où j'ai vraiment passé un très bon moment, voilà, du pur plaisir, c'est Nicolas Petrimo, Il faut flinguer Ramirez, tome 2. Le premier tome était vraiment très bien, et là, voilà, dans ce tome 2, bah, c'est que du fun, c'est l'histoire de ce réparateur d'aspirateur qui est... c'est dans les années 80, donc c'est toutes les couleurs des années 80, des hommages énormes au cinéma, de Tarantino, d'Amérique, voilà, il y a un profond, il y a des publicités dedans dans tous les sens, il y a tout un univers. Voilà, il s'amuse avec ses aspirateurs, et puis ces tueurs à gages, cette mafia qui arrive là-dedans, avec des tueurs un peu débiles comme chez Tarantino, l'humour un peu noir. Franchement, tout un univers vraiment excellent, avec des références à la pop culture dans tous les sens. Voilà, voilà, c'est très, il y a de l'action, les scènes d'action sont super chorégraphiées. Bon, franchement, ça c'est chez Glénat, c'était vraiment énorme cette année. Voilà, donc je citerai aussi en plus, j'ai beaucoup aimé dans mes lectures, parce que je ne lis pas beaucoup de mangas, donc là c'est un manga qui sort du cadre, c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe. C'est les histoires de Lovecraft. Donc ça, c'est l'appel de Cthulhu. Il a complètement, comme Tananiguchi ou d'autres, est sorti du cadre du manga pour faire des histoires. Voilà, la couverture en simili-cuir chez Kiyun sont superbes, et toute la collection de Gutanabe qui continue, et voilà, une référence des lecteurs de Lovecraft. Ensuite, je vais vous faire mon top sur ce qui est illustration. Alors, illustration, tout ce qui est beau livre d'illustration. Alors, eh bien, cette année, il y a eu vraiment, pareil, je me suis intéressé aux beaux livres. J'ai eu des beaux livres magnifiques, comme le livre de Frazetta, ou le Fluvium. Voilà, il y a eu beaucoup de beaux livres. Je me suis régalé avec l'illustration, le livre de Delval aussi, qui est magnifique. Et en cinquième place, voilà, The Witcher de Sapkowski et Montaigne. Donc là, c'est le Sorceleur, c'est des nouvelles du Sorceleur, texte intégral de Sapkowski, qui sont illustrées. Et donc c'est très beau. C'est de pleine page, c'est des véritables peintures. Et voilà, vous avez l'histoire. Donc c'est une histoire assez courte, hein, parce que c'est une nouvelle, mais la mise en page est magnifique. Donc voilà, The Witcher, il est partout. Ça, c'est illustré par Montaigne. Donc en cinquième place des livres d'illustration que j'ai beaucoup aimé cette année. Je ferai une chronique c'est prévu, sur les classiques de la littérature illustrée. Donc là, Des souris et des hommes, c'est Rebecca d'Outremer qui illustre Steinbeck, le classique Des souris et des hommes. Et elle a fait un boulot de malade chez Tichina pour illustrer le texte intégral. Et toutes les pages sont illustrées. Et vous voyez que c'est vraiment
Ah, elle a fait un boulot extraordinaire, je reviendrai dessus. Mais ce livre, il est vraiment très très beau. Très très beau. Hop. En deuxième place, Les montagnes hallucinées de Barranger, qui illustre le texte intégral de Lovecraft. Donc il y a 2 tomes. Voilà, le tome 2 est sorti cette année. Voilà, une illustration du texte de Lovecraft. En plus, Les montagnes hallucinées, elle est superbe cette histoire. Et vraiment des magnifiques illustrations, pleine page. Il a fait un travail extraordinaire. Je pense que c'est la première fois qu'on illustrait aussi bien Lovecraft. Donc voilà, ces 2 tomes, ils sont magnifiques, vraiment, chez Brajlon. Et le livre illustré que j'ai trouvé le plus beau cette année, voilà, en première position, c'est l'édition Minalima d'Harry Potter. Voilà, deux artistes qui font la conception graphique pour J.K. Rowling. Et donc ce livre, je l'avais présenté, la vidéo a eu pas mal de succès, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, c'est le premier tome. Et du coup, voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un livre, voilà, illustré. Voilà, je trouve que là, c'est magnifique, ça donne envie de lire. Voilà, ça c'est du plaisir absolu. Et on se dit, quand on voit une édition comme ça, que voilà, on voudrait que tous les livres aient ce niveau de qualité graphique et de mise en page. Donc voilà, en plus le livre est super, donc ça c'est absolument à trouver. Donc voilà pour le bilan illustration. On va passer maintenant au bilan ciné-série. Alors une année, voilà, pour le cinéma, j'ai trouvé que l'année était catastrophique, l'année série cinéma, enfin cinéma, pardon, parce que l'année série c'était bien, mais avec les sorties cinéma, et avec la Covid, tous les grands films, les films qui étaient à fort potentiel ont été repoussés par les distributeurs, par les grandes compagnies, et du coup, il n'y a pas de films qui sont sortis, à part sur Netflix ou voilà, des sorties comme ça, ou sur Disney+, des choses comme ça, mais de toute façon, je pense que c'est aussi, pour moi, et j'ai l'impression qu'il y a un essoufflement du cinéma. Il y a énormément de suites ou de préquels. Les studios veulent tout le temps sortir des franchises. Et j'ai l'impression que les producteurs ont pris le pas sur les scénaristes. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de vraies idées, des idées originales, qu'on retrouve par contre dans les séries. Je trouve que dans les séries, là, on retrouve plein d'idées, voilà, on développe les personnages et tout. Et puis le fait d'avoir une série et d'avoir beaucoup d'épisodes permet de développer les personnages, l'histoire, les intrigues. Et là, c'est vrai qu'un film de 1h40 ou 2h15, ben, ça va très vite et finalement, on ne s'y retrouve pas. Je trouve aussi que cette pluie de films de super-héros, alors j'en ai vu énormément l'année dernière, parce que j'ai fait une vidéo sur les Marvel, donc je voulais avoir vu tous les Marvel. Je trouve que tous ces films, voilà, il y en a eu beaucoup trop, et autant il y en a certains qui sont bien, j'ai bien aimé Infinity War par exemple, j'ai trouvé que c'était très sympa avec un vrai méchant, Thanos, autant je trouve qu'il y en a eu beaucoup trop de films, et voilà, ça noie complètement et puis les productions sont pas terribles. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au film. Alors du coup, ben, j'ai aussi vu tout ce qui était remake en live action de Walt Disney. Là, dernièrement, j'ai vu Mulan. J'ai trouvé ça catastrophique. J'ai pas du tout retrouvé la magie de Mulan. Je trouve que ces films en live action de Disney et qui reprennent les grands dessins animés perdent toute la magie. Aladdin, pareil, j'ai trouvé ça catastrophique. Donc je pense que ça fait peut-être des entrées, mais je trouve que c'est pas réussi du tout. Je trouve qu'il y a eu beaucoup aussi de films d'action, des films d'action un peu à la John Wick ou à la Taken, où on a des personnages qui tuent 200 personnes en très peu de temps. Voilà, je trouve que c'est cette violence un peu gratuite où ça meurt, poum poum dans la tête et puis il est mort. Je trouve que ça manque de profondeur. Donc du coup j'ai revu des films
j'ai rattrapé mon retard de 2019, et là j'ai trouvé de très bons films. Par exemple, j'ai vu Parasite de Bong Joon-ho, là, le coréen. C'était génial, Parasite, c'était vraiment un film excellent, un huis clos sur cette famille de pauvres qui va essayer de parasiter une famille de riches, essayer de rentrer par tous les moyens pour en profiter. Je trouvais ça excellent. J'ai vu le Joker de Todd Haynes avec Joaquin Phoenix qui était excellent aussi. Enfin un film de super-héros entre guillemets qui tenait la route. J'ai vu le Green Book, voilà, le film sur le racisme en Amérique, voilà, avec ce joueur de piano. C'était très bien. J'ai vu le Tarantino, Once Upon a Time, qui était intéressant aussi. J'ai vu un bon film d'enquête à couteau tiré, Ryan Johnson, un peu style Hercule Poirot, Agatha Christie, film d'enquête. J'ai beaucoup aimé l'ambiance un peu anglaise de la couteau tiré, que je vous recommande, avec Daniel Craig, de James Bond. Et puis j'ai revu, comme tous les ans, je suis vraiment un dingue de ces films, j'ai revu Le Seigneur des Anneaux, en édition qui vient de sortir 4K, donc pour ceux qui peuvent avoir accès à cette technologie, il faut un lecteur et puis une télé qui va bien. Là, Peter Jackson, il a renettoyé le master d'origine du film, qui en avait bien besoin, et donc on redécouvre une image absolument magnifique de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Là, en plus, il y a les versions longues dans ce coffret, hein, les deux versions, version courte, version longue. La version longue est largement au-dessus, bien sûr. Et du coup, bah, c'est un plaisir pour les yeux que de redécouvrir voilà, une copie magnifique du Seigneur des Anneaux. Ces trois films, je recommande absolument. Voilà ce que j'ai vu pour le cinéma. Et, euh, et pour les films, pour les séries, là je trouve qu'on a une très bonne chose. Alors j'ai bien aimé les documentaires de Netflix, j'ai bien aimé le Royaume des Fauves, le fameux Tiger King qui a fait tellement le buzz. Alors là j'ai failli faire une vidéo dessus d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment l'Amérique avec enfin, ça peut se passer qu'aux USA, avec des personnages complètement hors normes, dans ces dresseurs de fauves qui se font la guerre les uns aux autres à coups de fusil et de coups tordus. Voilà, c'était extraordinaire ces personnages. D'ailleurs, ça va être adapté en série ou en film, tellement c'est étonnant, donc je vous le recommande. J'ai vu aussi le document sur DSK que j'ai trouvé très bien fait. J'avais beaucoup aimé un documentaire de Netflix sur voilà, un crime aux USA qui s'appelait How to Make a Murderer, qui est très bien. En série, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la troisième saison de Westworld. Voilà, Westworld, j'ai adoré la première saison. Voilà, j'avais trouvé que c'était génial, une des meilleures saisons. J'avais adoré le thème de ce parc où des gens viennent s'amuser, comme dans un jeu vidéo, à tuer des gens ou à faire des aventures avec des gens qui sont des robots. J'avais adoré ce première saison. La deuxième saison était hyper compliquée, hyper tordue. Ils avaient vraiment voulu trop complexifier la chose. Et la troisième saison, c'est une sorte de reboot. Ils ont voulu faire à l'extérieur du parc avec un côté très futuriste. Voilà, le premier épisode est magnifique, très beau en termes de ciné, quoi. C'est superbement filmé. Mais après, comme à chaque fois, ils ont tendance à complexifier, à rajouter, un peu à noyer le spectateur. Donc Westworld, un peu un bilan mitigé malgré le potentiel de la série. Je trouve que vraiment, la saison 1 était très bien. J'ai vu Cobra Kai, alors ça c'était marrant, c'est l'hommage à... C'est une suite à Karate Kid. Alors Karate Kid, voilà, le côté culture pop années 80, avec Ralph Macchio, tout ça. Ils reprennent les acteurs de Karate Kid, le gentil et le méchant, celui qui prend le coup du pélican, la baigne à la fin. Voilà, et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc il y en a un qui est devenu un vendeur de voitures, très riche et une très belle vie, et l'autre qui est un raté complet, hein, celui qui a perdu le combat. Et donc on suit ces personnages. Alors il y a un côté un peu ado avec les histoires des enfants, tout ça, machin, mais la série elle se voit très vite, elle est très fun, elle est très drôle. Et j'ai bien aimé, c'est passé un bon moment avec Cobra Kai. J'ai vu la série sur la Croisée des Mondes, The Dark Materials. J'avais vu le film qui n'était pas très réussi avec Nicole Kidman et qui n'avait pas eu de suite du coup, parce que ça n'a pas marché. Mais là, La Croisée des Mondes de l'œuvre, voilà, c'est l'adaptation de l'œuvre À la Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Et du coup, la série est plutôt pas mal. C'est fait par les Anglais, la BBC. Donc là, la deuxième saison est en ligne. Il y aura une troisième saison qui conclura la série. Ce coup-ci, on ira au bout. Donc ça, c'était pas mal. J'ai vu Dracula, ça j'ai pas trop aimé, des Moffat.
J'ai essayé de regarder la série Snowpiercer, voilà, je voulais faire une vidéo dessus, sur tout l'univers Snowpiercer, avec les BD, le film de Bong Joon-ho qui est super. Mais là, la série, non, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé qu'ils ont voulu faire une enquête, un truc un peu policier. Enfin, ça perd le concept, je trouve, du Snowpiercer. Ce train où il y a toute l'humanité, les derniers humains d'humanité qui sont là pour éviter l'extinction, et qui tournent et qui tournent et qui restent à l'intérieur. Et il y a la lutte des classes à l'intérieur de ce train. Voilà, le thème est super, mais là, je trouve que la série est complètement ratée. Donc, j'ai pas aimé. Alors, je vous parle beaucoup de choses qui sont ratées ou pas mal, mais je vais vous parler aussi de mon top 5. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé cette année? Alors, ben, j'ai vu Le Jeu de la Dame, hein, un peu comme tout le monde, sur Netflix, dans les années 60, 70, cette joueuse d'échecs hyper douée qui arrive à battre tout le monde. Voilà, c'était très sympa, j'ai passé un très bon moment. La série The Witcher, bien sûr. Alors, je l'ai revue, hein, et j'ai trouvé qu'elle avait quand même des grosses baisses de régime. Alors, je suis tellement heureux de retrouver l'univers de Witcher à la télévision, avec un acteur que je trouve très bien, Henry Cavill. Le personnage est super. Les moyens sont là, mais après, je trouve qu'il y a des moments, la série traîne en longueur. Sur certains épisodes, c'était pas justifié. Voilà, le deux timelines, c'était pas forcément justifié non plus. Ça noie un peu le spectateur. Voilà, je pense que la saison 2 pourra vraiment améliorer les choses. Une série vraiment à suivre. The Undoing, Nicole Kidman et Hugh Grant. Nicole Kidman et Hugh Grant dans un polar. C'est dans la même veine que Big Little Lies, pour ceux qui l'ont vu, ou Sharp Object, un peu, c'est la même façon de tourner, de filmer. The Undoing, voilà, un oncologue et sa femme psychologue sont mêlés à une affaire de meurtre. Une mère d'un enfant de l'école où ils sont est retrouvée morte. Voilà, un bon thriller à l'ancienne. En deuxième place, j'ai mis The Outsider, la série adaptée du livre de Stephen King, que j'ai trouvé excellente. Voilà, l'univers vraiment de Stephen King, avec un meurtre horrible d'enfants, et puis des choses un peu surnaturelles qui se passent. Et la façon d'amener le surnaturel dans cette histoire est excellente. Et voilà, on s'y prend vraiment. J'ai beaucoup aimé The Outsider. Et enfin, la série que j'ai préférée, alors c'est pareil, c'est encore une fois le plaisir qui parle, le pur fun, c'est The Mandalorian. Voilà, The Mandalorian, les 2 saisons, je les ai trouvées excellentes. J'avais accroché tout de suite à la saison 1, et la saison 2, bien sûr, mais la barre encore plus haute. C'était vraiment excellent. Les épisodes sont trop courts, on a envie que ça dure, parce que ça dure une trentaine de minutes, hein, 30-35 minutes les épisodes. Et on se dit toujours, ça passe trop vite. Ils ont complètement, Jon Favreau et Dave Filoni, ils ont réussi à renouer avec l'esprit Star Wars, l'esprit des premiers Star Wars, ce côté western, ce côté fantasy, ce côté ambiance post-apocalyptique, avec les choses usées, abîmées. Et voilà, c'est le retour de Star Wars. Après l'échec de la nouvelle trilogie, moi j'avais vu l'Ascension Skywalker, j'avais pas du tout accroché, hein. Le lendemain je l'avais oublié, j'ai pas aimé. Et voilà, donc du coup Star Wars c'était devenu un peu ringard. Et là ça ne l'est plus avec ce magnifique Mandalorian. Voilà, ça c'était. Maintenant je vais attaquer la série musique et bilan ludique. Alors je vais tenter de bouger et de faire une petite rotation de caméra. Voilà, c'est vraiment, je coupe rien, hein, c'est comme ça. Et on passe côté ludothèque. Voilà, je suis un peu fan de jeux de société aussi, comme je vous le disais. Alors d'abord je vous parle du bilan musique, et après je vous parle du ludique. Alors en bilan musique cette année, j'ai beaucoup écouté l'album de Tool, parce qu'il était sorti fin d'année 2019, donc Tool avec Fear Inoculum. Voilà, j'ai adoré, voilà, comme toujours, ils mettent plus de 10 ans à sortir un album, mais je me suis régalé à voir cet album-là. J'ai beaucoup écouté Porcupine Tree, bien sûr, parce que je suis un grand fan de Steven Wilson. Et Steven Wilson, parce que j'ai fait une vidéo dessus, donc j'ai acheté absolument tous les CD, tous les concerts, pour faire un récap de Steven Wilson. Et de Porcupine Tree, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du progressif. Voilà, c'est des morceaux longs de rock. Et je me suis éclaté. Et en allant sur Porcupine Tree, j'ai commencé à écouter un peu plus
de musique un peu progressive. Et The Pineapple Thief, voilà, pour ceux qui connaissent, qui est aussi un album, voilà. Et je voulais vous donner mon top. Alors, mon top de l'année, en 5e place, les vétérans d'ACDC, voilà, Power Up. Voilà, ils ont plus de 70 ans, ils font toujours la même musique et c'est toujours aussi excellent. L'album est vraiment super. Voilà, moi j'ai adoré Power Up d'ACDC. Ils ont une patate d'enfer, le son est terrible. Voilà, je me suis régalé avec ACDC. Ensuite, on a eu la sortie de l'album de Pearl Jam. Ça faisait longtemps qu'on attendait Gigaton. Voilà, du rock américain. Ils sont toujours là. Pearl Jam, ils ont fait un très bel album avec une pochette à l'intérieur. Voilà, Pearl Jam, pour ceux qui les connaissent pas, c'est le groupe avec Eddie Vedder. Ils sont en concert normalement à Paris. Ils devaient venir l'été dernier, là. Ça n'a pas pu se faire. Ils reviennent cet été. Au Lollapalooza, donc Pearl Jam, rock américain, peut-être le plus grand groupe de rock américain. Ensuite, en troisième position, les Smashing Pumpkins avec Sir. Voilà, alors Smashing Pumpkins, ils ont fait un peu, comme beaucoup de gens cette année, un album un peu, c'est un groupe de rock bien sûr, mais là ils ont sorti les synthétiseurs, ils ont sorti vraiment le côté années 80, voilà, ils ont fait un double album, il y a 20 morceaux, donc il y en a vraiment, pour tous les goûts. Un très bel album des Smashing Pumpkins. Voilà, Sir, avec beaucoup de mélodies de Billy Corgan. Là, il y en a vraiment. Alors, autant je trouve quand même que les 10 premières chansons sont au-dessus. Les 10 dernières sont un petit peu moins bien. Ils en ont mis beaucoup, mais voilà, donc quand même très généreux en tout cas. Ensuite, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un des albums de l'année pour moi, Pure Reason Revolution. Un groupe qui fait du progressif, voilà, une musique avec des morceaux assez longs. Et Apnea, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de découvrir Pure Reason Revolution. Voilà, ils ont fait un album absolument excellent cette année. Et enfin, le groupe que j'ai préféré cette année, l'album que j'ai préféré, c'est The Pineapple Thief, donc je vous en parlais, c'est du progressif, c'est de la pop, hein, c'est un pop rock, et voilà, l'album j'ai trouvé complètement réussi, j'ai accroché un peu à tous les morceaux, il y a des morceaux enlevés, il y a des morceaux lents, voilà, c'est absolument génial pour ceux qui ne connaissent pas. À écouter, à découvrir. J'ai aussi écouté du Jonzy, j'ai écouté pas mal de choses. Voilà, et alors maintenant, je vais vous parler de mon bilan ludique, si je retrouve mes fiches. Voilà, il arrive le bilan ludique. Voilà, il arrive le bilan ludique. Alors, j'avais acheté beaucoup de jeux, vraiment beaucoup de jeux, vous avez derrière. Et puis là, en 2020, j'ai quasiment pas acheté de jeux. Je trouvais que c'était difficile de s'y retrouver. Il y avait beaucoup de sorties. Là, le monde ludique a explosé depuis quelques années. Et on a du mal à s'y retrouver en termes de sorties. Je trouve que voilà, avant, il y avait un grand média, Trick Track, qui mettait en avant un titre et on avait tous envie de l'acheter. Maintenant, il y a pas mal de réseaux d'informations. Trick Track, ça a beaucoup changé. Voilà, il y a Asmodée qui a racheté un peu tous les grands éditeurs. Et les sorties, voilà, il y en a tellement, on est un peu noyé. Donc, c'est pas évident de trouver vraiment le jeu qui sort du lot. Et en plus, je trouve que finalement, il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent. Ils sont plutôt bien produits. Les mécaniques, on les connaît, on les retrouve. Alors, on trouve un peu de draft, un peu de ci, un peu de ça. Et puis, on dit, ouais, ça tourne pas mal, mais c'est du déjà vu. Alors, c'est souvent très joli, bien mis en place. Le matériel est très beau maintenant, partout. Mais il n'y a pas un jeu qui ressort trop du lot. Alors, j'ai quand même joué à pas mal de choses, parce que j'ai des amis chez qui je vais jouer qui achètent pas mal de jeux. Alors, j'ai joué par exemple à Barrage, qui est un jeu pour experts qui est assez compliqué et qui est un peu brise-neurone, mais qui est sympa. On gère l'eau qui descend avec des barrages. Le fameux Maracaibo, qui est un jeu sur les pirates dans les Caraïbes, voilà, que j'ai trouvé aussi sympa. J'ai joué à Altiplano, qui est un jeu de gestion dans les Andes. Black Angel, c'est un jeu futuriste
voilà, où il y a beaucoup d'action à faire. Voilà, j'ai pas trop accroché. Route, c'est un jeu où chaque joueur joue un petit peuple dans les bois qui s'affrontent. C'est un jeu asymétrique où chacun a des règles différentes. Voilà, j'ai pas trop accroché, c'était pas évident. Bah, c'est des jeux qu'il faut vraiment creuser en profondeur. J'ai joué à Tapestry aussi, voilà, qui était la nouveauté des auteurs de, de Scythe, de Wingspan, enfin l'éditeur de Wingspan. Tapestry, j'ai pas trop accroché non plus. On Mars, c'était un beau jeu, voilà, compliqué, très long. Tout ça, c'était des jeux costauds. C'était bien, hein, On Mars, mais bon, c'est très costaud. Res Arcana, j'ai beaucoup apprécié ce jeu avec des cartes qui est un peu plus simple, qui a cartonné, Res Arcana, donc ça je le mets assez haut. J'ai fait Architecte des Royaumes du Nord aussi, que j'ai trouvé plutôt sympa. Du Terraforming Mars, donc voilà, pas mal de jeux. Et le jeu que j'ai trouvé, alors c'est pas un jeu qui est sorti cette année, mais je n'y avais pas joué, c'est Teotihuacan. C'est celui que finalement j'ai préféré de tous, hein, voilà, j'ai trouvé que le jeu était excellent. Et, Eclipse aussi j'ai joué, donc qui est un bon jeu de baston. Après, je vais vous faire mon top 5. Alors ça, c'est plus un top 5 de jeux un peu plus accessibles. Là, je vous ai parlé des jeux un peu experts, des jeux un peu costauds auxquels j'ai pu jouer. J'ai beaucoup aimé cette année les Roll and Write. Donc les Welcome, les Tréfutés, tous ces genres de jeux qui se jouent avec des dés ou là pour des cartes, et puis des stylos où on note sur un papier. Donc c'est des jeux faciles, accessibles. Ça, c'est avec des dés, ça se joue très vite. Je vous le conseille, c'est très sympa. On fait des combos avec des dés et on coche. Ça, c'est avec des cartes, on crée sa maison au fur et à mesure, on crée son lotissement, tout ça. Et c'est très sympa. Ensuite, donc ça c'était en fin de classement. Ensuite, les charlatans de Belcastel, voilà, si vous avez une famille, si vous aimez jouer avec des femmes et enfants, c'est excellent. Voilà, c'est des sorcières, on fait des potions, on met des ingrédients dans son chaudron, et puis au fur et à mesure, les ingrédients ont des puissances, et si on met trop de puissance, le chaudron explose et on perd tout. Donc il faut arriver à s'arrêter, c'est un stop ou encore. Et si on s'arrête à temps, eh ben, c'est bon, on ne fait pas péter le chaudron, et du coup on peut acheter des ingrédients de plus en plus forts. C'est très sympa, il y a beaucoup de rejouabilité, le matériel est super. C'est un jeu de Wolfgang Warsch chez Schmitt. Voilà, c'est un classique, il ressort souvent, et voilà. Ensuite, Azul, le pavillon d'été. Alors Azul, il y a eu plusieurs éditions. Il y a le jeu de base qui s'appelle Azul, et puis il y a eu un premier jeu dérivé, les vitraux de Sintra, et puis le deuxième dérivé, c'est Pavillon d'été. Et en fait, Pavillon d'été, je trouve qu'il est super. Voilà, c'est peut-être le meilleur Azul si vous n'achetez qu'un seul Azul. Et donc là, c'est quoi? Ben, on va placer des petits des triangles en bakélite pour faire des mosaïques, et du coup avec des couleurs, et on va essayer de remplir tout son plateau, et les joueurs vont essayer bien sûr de vous piquer les trucs qui vous intéressent. Donc c'est très très sympa, c'est assez abstrait mais c'est très très sympa. Et le jeu chez nous qui est le plus sorti cette année, c'est It's a Wonderful World de Frédéric Guérard et Anthony Wolf. Voilà, un jeu qui est très sympa, avec du draft, avec des cartes, avec des cubes, où on va essayer de faire, alors c'est le thème des civilisations, mais en fait c'est surtout un jeu où on va beaucoup utiliser des cubes de couleurs pour essayer de faire des cartes de plus en plus puissantes, d'avoir des ressources, et d'arriver à avoir des majorités sur ces ressources. Ça s'explique assez vite, c'est assez facile à jouer, tout le monde y trouve son compte, c'est très compliqué pour bien jouer. Donc moi j'aime bien ce genre de jeu où il faut, comment dire, les règles sont assez simples, elles sont assez faciles à expliquer, mais derrière, il faut vraiment cogiter pour arriver à bien jouer. Si on veut vraiment bien jouer, on peut vraiment se prendre la tête. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc voilà, je ferai d'autres bilans, d'autres vidéos sur les jeux de société. Là, j'essaie de développer ça parce que j'aime beaucoup, et puis je
je compte bien m'y remettre pour cette année 2021. Voilà, on arrive presque à 50 minutes. Je suis ravi d'avoir pu faire cette vidéo bilan 2020 avec vous. Je vous souhaite un bon réveillon, hein, et puis on se retrouve donc en 2021 pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Contre en Pop Culture. Et voilà, et j'espère que ça vous a plu tout ça. J'ai sûrement oublié plein de trucs que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Je vais essayer de bien continuer à lire tout ce que je dois lire pour vous faire des vidéos assez rapidement. Voilà, à bientôt, bonne fête, au revoir.